Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir cette semaine et c'est pas coutume, c'est avec un ami d'il y a quand même plus de 20 ans ou 25 ans, on courait ensemble à jouer au killer dans la cour d'Henri IV il y a 25 ans, donc je suis ravi de faire ce webinaire avec Clément Merville. Clément Merville, c'est le fondateur de Manzalab, il va vous en parler. Ça fait plus de 10 ans qu'il travaille sur le serious gaming, la réalité augmentée et ce qu'on appelle aujourd'hui les métaverses, même si c'est un vieux mot, mais tu nous en parleras tout à l'heure. Donc voilà, bah ça va être un webinaire comme chaque semaine entre amis. On est tous, enfin avec Clément, on est amis de très longue date et avec vous, ça fait quand même maintenant depuis plusieurs semaines qu'on échange, qu'on partage et ça fait plaisir. Clément, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à toutes et tous. Je me demandais si tu allais mentionner notre amitié du siècle dernier. Ouais. Et, eh bien, je suis très content effectivement de partager mes quelques connaissances sur le métavers avec vous aujourd'hui. Effectivement, Henri IV, école d'ingénieur, école de commerce, jeux vidéo. J'ai commencé dans les jeux vidéo. Et en 2010, j'ai souhaité, avec mon associé, créer Manzalab pour apporter les savoir-faire, les technologies du monde du jeu vidéo au monde de l'entreprise. Et ce que nous avons fait avec beaucoup avec ce qu'on appelle des serious games, c'est-à-dire des jeux vidéo pour la formation. Et très tôt, nous avons été parmi les premières sociétés françaises à faire des expériences en réalité virtuelle, avec des casques de réalité virtuelle et, et particulièrement reconnu pour mettre plusieurs personnes ensemble dans la même réalité virtuelle. Donc pour collaborer, apprendre ensemble, avec de très belles expériences avec Polytechnique, la SNCF ou encore des sociétés du CAC 40. En plus de 10 ans, on a travaillé avec les trois quarts du CAC 40, avec de très belles institutions comme l'armée, par exemple. Et donc, enfin, voilà, je m'arrête là pour l'instant. Ah, on t'entend pas, Gabriel. J'ai j'ai mes deux enfants qui sont covidés à la maison, donc ça fait du bruit parfois, donc je m'étais mis en mute. Mais voilà, on va animer le webinaire comme d'habitude avec quelques sondages. A priori, c'est peut-être le dernier webinaire sous cette forme-là parce que la semaine prochaine, on vous réserve des surprises en changeant le format du webinaire autour de l'intelligence collective. Mais déjà un tout petit peu d'intelligence collective avec le partage de sondages. On commence par, avez-vous déjà entendu parler des métaverses? Et pendant que le sondage tourne, tu vas nous faire un petit historique et un peu de pédagogie sur ce qu'est un métaverse, s'il te plaît, Clément. Mais tout à fait. Effectivement, là, je vois que avez-vous entendu parler du métavers? Le oui est assez important, puisque depuis l'été dernier, Facebook, qui s'est d'ailleurs rebaptisé Meta à l'occasion, fait une campagne médiatique sans précédent et donc nous rebat les oreilles sur ce concept de métavers. Et pourtant, pas grand monde sait de quoi on parle. Donc, il y en a beaucoup qui sont inquiets, qui se demandent qu'est-ce qui se passe, de quoi on nous parle, tout va être virtuel. Alors, le métavers, tout simplement, c'est en anglais metaverse, c'est pour meta universe. Et donc, en français, méta univers. Méta, c'est le préfixe grec qui veut dire au-delà, qui englobe et donc, c'est cette idée d'un univers virtuel qui englobe tous les autres univers virtuels. Donc, quand Facebook parle du métavers, il parle vraiment d'une destination, enfin d'un objectif à au moins 10 ans hégémonique d'englober, d'avoir gagné sur tous les autres métavers. Donc, Et tu penses que c'est possible pour Facebook ou pas, ben, ils quand ont tu quand même parles de cette des, ambition? ils ont quand même des moyens impressionnants. Euh, je pense que c'est pas impossible.
Et je suis de ceux qui pensent que c'est un risque, effectivement, et que donc il faut organiser une forme de résistance, que les États reprennent la main sur ce sujet. Il faut voir que Facebook, on a l'impression que le sujet est neuf et est arrivé l'année dernière. En réalité, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, travaille sur ce sujet depuis plus de 10 ans. Déjà, historiquement, le concept, le mot métaverse a été inventé par un écrivain de science-fiction en 1992 dans un roman qui s'appelle Le Samouraï virtuel. Qui est très bien par ailleurs. Moi, je l'ai lu à peu près à l'époque où on se connaissait aux États-Unis, et c'est vrai que c'est un roman dont je garde un bon souvenir. Ben oui, et qui a été remis au goût du jour avec un autre roman de science-fiction qui s'appelle Ready Player One, qui a donné lieu à un Un film. film. Moi, j'ai vu que le film là. Ah oui, non, moi je l'avais lu, donc film de Spielberg, plus de 500 millions au box-office, sorti en 2018. Et donc ce livre était, lui, écrit en 2011. Et en 2011, l'écrivain s'est rapproché de Mark Zuckerberg pour valider une vision, et s'est rapproché également de Lucky Palmer, le jeune fondateur de Oculus, qui avait relancé la technologie de réalité virtuelle, avec des casques de réalité virtuelle, qui était une technologie vieille de 30 ans, mais qui ne marchait pas à cause de la puissance insuffisante de calcul des machines à l'époque. Et donc, finalement, ces trois personnes se sont mises autour de la même table, et le projet de métaverse est né à ce moment-là dans la tête de Zuckerberg, qui, dès l'année suivante, en 2012, rachetait la société Oculus pour la bagatelle de 2 milliards de dollars. Donc vous imaginez une start-up qui n'a pas sorti le moindre produit, qui a racheté 2 milliards de dollars. Le premier casque Oculus est sorti en 2014 seulement. Et donc, on peut voir le film de Spielberg quasiment comme une sorte de bande-annonce publicitaire de ce que Zuckerberg voit pour nous comme étant le métaverse. Alors, pour moi, c'est une vision très biaisée et très commerciale dont il ne faut pas se laisser... Enfin, il ne faut pas se laisser forcément berner par cette vision hégémonique et commerciale. Il y a Sébastien qui nous dit: vous êtes critique sur Facebook à Meta, c'est étonnant. Ben, je suis critique, en même temps, je suis très content parce que moi, ce sont des sujets sur lesquels je travaille depuis plusieurs années. Donc, je suis très content que tout le monde en parle, même si pas grand monde aujourd'hui sait encore ce que c'est. Mais je suis critique parce que la vision de Facebook est 100% entertainment. Donc, c'est la vision d'un réseau social dans lequel on pourrait faire jouer. C'est comme une sorte de grand parc d'attractions avec le volet commerçant derrière, bien sûr. Et donc, ça me semble un petit peu pauvre comme vision, de se dire que tout repose sur l'entertainment, les loisirs, pour un monde parallèle, alors qu'on passe la moitié de notre temps de veille au travail. Moi, je milite et je travaille, je développe plutôt ce qu'on appelle des corporate metaverses, c'est-à-dire des métaverses à destination des entreprises. Une raison aussi pour laquelle je suis méfiant par rapport à la vision de Facebook, c'est quand on écoute Mark Zuckerberg, on a l'impression que le casque de réalité virtuelle est absolument obligatoire. Alors que nous, c'est le côté lab de ma société, de Manza Lab, nous travaillons beaucoup avec les sciences cognitives, et donc nous savons que nous pouvons très bien nous projeter dans un univers virtuel en 3D avec un avatar,
sur ce qu'on appelle, nous, des écrans plats, c'est-à-dire le PC, le Mac, voire même la tablette. Et donc, la vision qui semble imposer un casque de réalité virtuelle, bien évidemment, et pour une raison tout à fait marchande, puisqu'il possède Oculus, la principale société de casques de réalité virtuelle. Ça rejoint une question de Mohamed. Quelles sont les technologies mobilisées des métaverses? Donc, tu as parlé des casques de réalité virtuelle. Et il y a une autre question aussi qui dit, est-ce que le métavers va être coiffé au poteau par la réalité augmentée ou est-ce la même chose? Vu qu'on est sur ces sujets-là. Eh bien, donc, comme je disais justement, on peut tout à fait se détacher des casques de réalité virtuelle. Alors, je dis ça, je suis une des sociétés leaders en expérience en réalité virtuelle. On a fait des tonnes d'expériences pour les entreprises, donc j'aime beaucoup cette technologie. Mais à l'occasion de la crise Covid, il y a donc 2 ans, ça passe vite, nous avons ressenti le besoin de transférer notre technologie finalement très élitiste sur ces casques de réalité virtuelle sur un format beaucoup plus accessible, beaucoup plus grand public, pour en faire une technologie d'événement virtuel. Et donc, dès 2020, nous avons pu faire, grâce à notre solution TeamU. Alors, TeamU, ça veut dire We Meet écrit à l'envers, donc ça s'écrit T-E-E-M-E-W. Nous avons fait des événements virtuels sur PC et Mac. Avec, par exemple, l'événement Virtuality, le grand événement des réalités immersives de Paris, habituellement, où nous avions un stand, habituellement, et là, eh bien, c'est nous qui opérions tout le salon virtuel. Ou bien un salon pour Pôle emploi, avec 15 000 inscrits, des demandeurs d'emploi, qui avaient l'occasion de rencontrer une centaine d'entreprises et d'écoles pour passer des entretiens donc en présence virtuelle. Donc la technologie n'est pas aujourd'hui un frein, puisque le métavers, c'est quoi? C'est un univers virtuel, donc 3D, dans lequel on se retrouve ensemble avec d'autres humains. Tout le cœur du sujet est là. Donc que ce soit sur écran plat, en réalité virtuelle. Alors en réalité augmentée, oui, en partie. Si vous voyez le film Kingsman, avec leur board autour de la table, et donc des personnes présentes physiquement qui font partie, et la table et la pièce qui est là, et d'autres personnes qui sont en hologramme. Donc là, on peut effectivement parler de métaverse, mais à ce moment-là, je parle plus trop, moi, de réalité augmentée, qui est un peu faible à ce jour. Je parle plutôt de réalité étendue, de XR, Extended Reality, pour cette convergence des matériels qui vont permettre d'aller de manière fluide entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Et donc, juste pour revenir sur la question des technologies, avant qu'on adresse la question des usages, donc c'est des casques ou des écrans, que ce soit un écran de PC ou même peut-être un écran de téléphone, de la CPU qu'on va retrouver dans ces casques, dans les téléphones ou dans les ordis pour faire du traitement de cette réalité étendue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre derrière? C'est ça. Nous, par exemple, nous sommes en train de lancer toute notre solution qui, jusqu'à présent, avait besoin d'être téléchargée, donc avait besoin d'un programme à exécuter sur sa machine. Nous sommes en plein lancement de la version web, full web. Donc, ça veut dire à partir d'un simple lien, on clique et donc la techno derrière, c'est qu'il y a un moteur 3D dans les navigateurs web qui s'appelle WebGL. Et donc, à partir d'un simple lien, on peut rentrer dans notre corporate metaverse. Donc, grosso modo, c'est les mêmes technos que celles qu'on utilise pour faire ce webinaire ou pour naviguer sur Internet, quoi.
Tout à fait. Les technos sont disponibles aujourd'hui. Le casque est un bonus, mais on a déjà tous les outils pour le faire. C'est tout à fait ça. Ouais. Et chacun dans sa poche a déjà tous les outils pour le faire, quoi. Exactement. Je pense même qu'on peut se dire que c'est le cas depuis un certain temps, puisque vous avez tous certainement entendu parler de Second Life, il y a plus de 10 ans, 10-15 ans. Eh bien, on peut se dire que c'était finalement le premier métavers. Donc totalement sur écran plat. D'ailleurs, tout le monde pense que Second Life est mort, alors qu'en réalité, il y a plus de 100 000 utilisateurs qui se réunissent chaque mois, toujours encore aujourd'hui, dans Second Life. Alors, en termes, pour rester toujours sur ce sujet un peu pédagogie, etc., on a parlé de la naissance, on a parlé des technos, on va parler des usages, et on a des questions là-dessus. Quels sont les enjeux du métaverse liés à l'expérience consommateur? Est-ce qu'on peut faire des métaverses à destination de la nutrition? Là, Philippe nous pose une question sur l'alternative au WebXR. Ça, on a déjà passé la question techno. Il y avait Emmanuel aussi qui nous parlait des hologrammes. Ouais, en termes d'usage, chez quoi les usages, nous, on a déjà eu des prospects, entre autres une boîte de e-commerce qui s'appelle Win, qui se lance dans les métaverses à destination des retailers. Et les retailers sont déjà allés dans la direction, mais quels sont les différents sujets sur lesquels il y a un usage autre que purement gaming, quoi? Alors, les usages sont infinis, puisque avec le métavers, tu recrées un univers virtuel et tu peux recréer donc tous les usages du monde réel jusqu'à un certain point. Sur la nutrition, eh bien, aujourd'hui, tant que les imprimantes à nourriture ne sont pas totalement démocratisées, on risque pas de passer de bons repas ensemble dans le métavers. Mais la plupart des expériences réelles peuvent être transposées finalement dans ce double numérique du monde réel. Et ça, c'est la base. Et bien entendu, de nouvelles expériences peuvent être créées. Euh, alors, par exemple, nous, dans les plans d'investissement d'avenir, nous avons déposé un dossier pour créer le métaverse du patrimoine. Donc, à la fois pour tout ce qui est accès aux images, donc avec le forum des images, aux images vidéo 360, mais également aux tableaux, au musée, également avec l'école polytechnique aux expériences scientifiques, puisqu'il y a un musée de l'école polytechnique avec toutes leurs découvertes, et donc montrer ces machines un petit peu anciennes et comme un peu au Palais de la Découverte, faire interagir avec ces machines, ou encore également avec le château de Versailles, donc qui souhaite pouvoir faire visiter dans le métavers son château avec des guides certifiés qui permettraient à des personnes n'importe où dans le monde de se retrouver ensemble. J'insiste, c'est toujours ça, hein, le métavers, c'est se sentir présent de manière fondamentale dans un lieu virtuel. Et donc, dans le château de Versailles, avec à la fois des visites habituellement interdites ou encore même des visites dans le temps de l'histoire du château. Donc ça sont deux exemples. On travaille également aujourd'hui sur un métavers du monde de l'éducation pour mettre ensemble proposer aux grandes écoles et aux universités à chacune leur petit métavers qui leur permettrait de faire des cours, de répondre aux questions, de faire les journées portes ouvertes, mais aussi aux associations d'étudiants de se retrouver ensemble, de travailler, et en les mettant tous sur le même campus virtuel, eh bien, de faire des organisations inter-écoles. Voilà quelques exemples, pour n'en citer que quelques-uns,
On a des partis politiques actuellement qui sont intéressés pour avoir leur métavers politique de campagne pour l'élection, pour avoir une sorte de QG de campagne permanent, répondre aux questions Est-ce que c'est des adhérents. Mélenchon? C'est quand même lui qui est vachement innovant dans son approche de la politique et des événements. Dis-nous Oui, tout. c'est incroyable comment il a réussi à préempter le numérique, d'abord avec son hologramme et puis plus récemment avec ses écrans et les odeurs. Mais non, c'est pas Mélenchon. Je peux pas en parler. Alors là, tu nous as parlé de tes projets, mais dans les autres usages, avant qu'on rentre plus en détail, parce que les projets que tu évoquais, c'est déjà la notion de corporate metaverse ou pas encore? Mais Non, 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 non. C'était des projets que je connais bien, oui, dont j'ai parlé, mais le cœur du projet, c'est le corporate metaverse. En fait, tout à l'heure, tu as parlé de projets marchands, et bien sûr, le monde du luxe s'y intéresse beaucoup, en particulier. Il n'y a pas si longtemps, je donnais une conférence sur la mode dans le métavers, avec, vous avez dû le voir, des tenues virtuelles qui, grâce au NFT, c'est-à-dire à la blockchain, encore des mots un petit peu cryptiques, mais c'est-à-dire en fait avec la possibilité d'unifier, enfin, euh, de vendre un objet numérique en ayant la totale propriété, et donc rendre unique des objets numériques qui jusqu'à présent se dupliquent à l'infini. ouais, tu as quelques questions sur le lien entre les cryptos, les NFT, les métavers. Eh bien, voilà, donc NFT, Non-Fungible Tokens, c'est la techno des crypto-monnaies et c'est la techno des blockchains. Tout ça, vous pouvez le mettre dans le même ensemble. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire en, en donnant des bouts de clés à des centaines d'ordinateurs, on garantit finalement la propriété ou la certification d'une transaction, que ce soit une monnaie, donc pour les crypto-monnaies, ou que ce soit un objet virtuel. Et donc, on se retrouve avec des choses qui peuvent sembler aberrantes, avec des sacs de luxe qui sont vendus en virtuel de manière certifiée, plus cher que le sac réel de chez, je ne sais plus si c'est Hermès ou Chanel. Et donc, ou bien des tenues, donc des créateurs de marques qui commencent à faire des tenues pour des avatars, avec en plus la possibilité du numérique de s'éloigner un petit peu du réel, c'est-à-dire en faisant des couches de tissus qui ne peuvent pas exister dans le monde réel. Eh bien, ces tenues exceptionnelles de défilés virtuels peuvent déjà s'acheter avec ces crypto-monnaies en NFT. Donc ça, c'est tout un pan qui vient naturellement dans les métavers, qui est tout le commerce ou les échanges qui vont pouvoir se faire à l'intérieur des métavers. Dans le chat, on voit aussi remonter un propos de Sylvain sur l'usage pour les personnes handicapées. Et effectivement, Sylvain nous a déjà partagé son expérience du handicap et se propose de nous la repartager, mais dire que c'est l'occasion ça peut être une occasion d'évasion. Il y a Michael qui nous parle aussi des usages dans l'événementiel. Il y a Emmanuel qui me fait ça en privé, mais c'est intéressant quand même, des usages dans le clubbing et le faire des fêtes à la maison. Sébastien qui nous parle des ponts entre l'univers des jeux et la santé. Est-ce que tu as Alors, Et puis encore Mathieu sur les skins de Fortnite. Est-ce que par rapport à tout ça, tu as des choses qui t'interpellent? ouh là là, mais chacune de ces questions m'interpelle et je pense on peut en parler longuement pour chacune. Donc,
Là, tu m'en as lancé un petit peu trop. Je vais commencer par le handicap. Euh, alors, c'est très intéressant parce que justement, c'était un de mes sujets cette semaine. Euh, alors, on peut déjà commencer par dire que euh, dans le monde virtuel, on choisit son avatar et donc on peut choisir de montrer ou pas un handicap. Les mondes virtuels permettent de gommer pas mal de handicaps. Alors, il y a encore du travail, il y a encore du travail à faire, en particulier pour les non-voyants, où il faut imaginer des systèmes d'audio-description à la volée de ce qu'ils voient, de ce qu'ils traversent, pour leur permettre de comprendre dans quel monde ils évoluent. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on m'a demandé cette semaine, c'était de montrer la possibilité inclusive dans le métaverse en proposant à des avatars d'être en fauteuil roulant, par exemple. Euh, une autre demande qui m'a été faite récemment, puisque aujourd'hui on a des avatars genrés, on doit décider si on est un homme ou une femme, aujourd'hui on me demande si on peut faire des avatars IL. Pour tout dire, en réalité, on m'avait déjà demandé de ça l'été dernier, mais on n'avait pas eu le temps pour le métavers que nous avions fait pour le Burning Man, le grand festival américain dans le désert du Nevada, où on a fait le temple virtuel de Burning Man. Et donc, on me demandait d'être possiblement IL. Alors, pourquoi ces questions sont très importantes? Là, ça rejoint notre sujet scientifique de recréer le sentiment de présence, qui lui doit être un sentiment de présence bien réel, mais dans un environnement virtuel. Et ça, c'est un sujet en sciences cognitives qui s'appelle la présence virtuelle. Et pour créer ce sentiment de Juste présence, pas. Alors là, on ouais, a sauté le sujet des corporate metaverse, mais on y reviendra. on y Mais, reviendra, oui. mais j'en profite que tu abordes ce sujet de la présence. Il y a Philippe qui nous dit, sommes-nous sûrs d'avoir envie d'être représentés par un avatar dans les métaverses? Ne faut-il pas aussi considérer la présence humaine avec des contenus photoréalistes? Et je te laisse parler de ton sujet sur les sciences cognitives et sur la présence virtuelle. Oui, ben c'est exactement ça. Le premier pilier de la présence virtuelle, c'est le sentiment de présence de soi. Et pour avoir ce sentiment de présence de soi, eh bien, c'est donc le sujet de l'incarnation, qui aujourd'hui passe par des avatars, qui demain, ou bien dans les films tels Kingsman, ou bien avec les futures lunettes peut-être d'Apple, de XR, j'en parlais, de Extended Reality, eh bien, on pourra se voir comme en image réelle, finalement, comme des hologrammes. Mais aujourd'hui, on parle d'avatars, et les avatars sont là pour durer parce que il y a aussi beaucoup d'avantages à ces avatars, c'est-à-dire la possibilité de choisir réellement comment on s'habille, si on a l'air en forme, etc. Mais la chose très importante, c'est que les études scientifiques qui ont été menées ont montré que plus l'avatar nous ressemble, plus facilement et plus vite on va s'incarner dans cet avatar. Donc, pour réussir ce premier pilier du sentiment de présence, la présence de soi, il faut des avatars qui nous ressemblent. Alors, c'est pour ça que nous, par exemple, dans notre solution TeamU, on a cette phase de création d'avatar où à partir d'un simple selfie, une photo, donc 2D, eh bien, en quelques secondes, on crée notre avatar photoréaliste 3D. Et donc ça, c'est essentiel. Ça nous permet donc de s'incarner. Et ensuite, le deuxième pilier du sentiment de présence, c'est le sentiment de présence spatiale.
Et là, c'est finalement le design des lieux virtuels. Et là, une fois de plus, pour finalement faciliter la tâche au cerveau, qui doit faire quand même à chaque moment de sa présence dans l'univers virtuel, qui doit faire des efforts, bien, pour rendre ces efforts les plus doux, eh bien, il vaut mieux faire des mondes réalistes. Donc, nous, on cherche à faire des mondes les plus beaux possibles, agréables, mais surtout réalistes, que ce soit dans les proportions, la circulation, le choix des matériaux, euh, voilà, la taille des plantes, etc. Et donc, voilà, ça c'est pour ça que nous, on bosse avec des designers d'espace pour que ces lieux soient réalistes. Et le troisième pilier, alors, petite parenthèse sur ces lieux réalistes, parce que souvent les personnes qui s'intéressent au métavers, ou même mes clients régulièrement me disent, mais en fait c'est virtuel, on peut faire notre conférence par exemple, notre événement virtuel, on peut le faire sur Mars. Alors je fais, bah oui, alors là je suis toujours super embêté. Je fais, bah oui, il n'y a aucun problème, on peut le faire sur Mars, mais c'est pas une super bonne idée en fait. Parce que tous vos invités vont penser qu'à une chose, c'est est-ce que je suis vraiment sur Mars? Et ils vont challenger en permanence ce paradigme en se disant, mais si j'étais sur Mars, je ne pourrais pas respirer, c'est quoi la température, pourquoi il n'y a pas un dôme de protection, est-ce que le son passe normalement alors que je parle à d'autres avatars? Et donc la conférence passerait totalement à la trappe. Alors ça rejoint deux questions qu'on a dans le chat. Sébastien qui dit passionnant, mais n'est-ce pas aussi une formidable opportunité de se mettre dans la peau d'un ou d'une autre, sexe, ethnie, etc. Et Sylvain qui dit que pour une personne handicapée, ça servira à son sens pour effacer, oublier sa condition physique. Tout à fait, tout à fait. Donc pour le handicap, j'en ai parlé. Et pour les opportunités, alors oui, tout à fait. Et il y a de nombreux travaux, là aussi, de sciences cognitives, qui montrent tous les avantages qu'il y a à incarner un autre corps. On arrive à rendre en quelques minutes, à rendre des personnes avec des biais racistes importants moins racistes. Euh, on a réussi, on a fait une très très belle expérience avec Accenture pour diminuer les biais de genre au moment des promotions, des promotions de personnes, quoi, de managers. Et ça en 5 minutes. On a divisé par 5 les biais liés au genre. Donc il y a des avantages énormes à, à incarner d'autres corps. Là, notre sujet aujourd'hui, pour rentrer dans le métavers, c'est vraiment se sentir nous-mêmes là, dans ce lieu. Et se sentir nous-mêmes là, dans ce lieu, avec d'autres. Et ça, c'est le troisième pilier, c'est le sentiment de présence des autres, ou bien le sentiment de coprésence virtuelle. Et ça, j'ai envie de dire, c'est quelque part le plus difficile aujourd'hui avec les technologies actuelles, puisque dans la communication, eh bien, il y a beaucoup de non-verbal. Alors, ceci étant dit, par rapport à une visioconférence, où on peut faire une réunion à 6, 8, 10 personnes, on n'a pas l'impression d'être autour d'une table, on ne peut pas faire un tour de parole, alors que dans le métavers, on sait en permanence où chacun regarde et on sait où on se situe les uns par rapport aux autres autour de la table. Et donc, le son étant spatialisé, si la personne juste à ma droite, qui serait peut-être juste à la gauche de Gabriel, se met à parler, eh bien, naturellement, on l'entend du bon côté, chacun, et naturellement, on se tourne vers cette personne, et naturellement, elle voit qu'elle a capté notre attention.
Donc, voilà, le sentiment de coprésence virtuelle, c'est essentiel. C'est quand on croise un autre avatar, on ne se dit pas, tiens, c'est un robot, c'est une intelligence artificielle. Non, on se dit, c'est une autre personne. Et d'ailleurs, on facilite toutes les interactions pour qu'on puisse lui parler le plus naturellement du monde. C'est un petit peu tout l'enjeu euh, de ces technologies, c'est de permettre de recréer du lien humain et des échanges les plus naturels, les plus proches du monde réel que possible. Donc c'est un petit peu un paradoxe, comment utiliser un écran de plus, une technologie de plus pour recréer du lien humain. Pour recaler un peu au planning avant qu'on attaque beaucoup de questions un peu sur les risques, sur les répercussions, etc. C'est quoi les bénéfices du métaverse en entreprise? Qu'est-ce que tu appelles le corporate metaverse? Oui, tu as raison, ça fait plusieurs fois qu'on en parle et pourtant je j'en ai pas encore parlé. Aujourd'hui, dans le monde du travail, on est déjà dans le monde d'après. La crise Covid a changé pour toujours le monde du travail en généralisant le télétravail. Donc il y a et là on est rentré dans le paradoxe de l'hybride. C'est Hybrid Paradox, dans une très belle étude de Microsoft publiée il y a quelques mois, où euh, quasiment tout le monde veut plus de télétravail, maintenant qu'on y a goûté. Ça fait moins de transport en commun, ça permet une vie de famille, plus de temps, etc. Et en même temps, tout le monde se plaint de la perte du lien dans son entreprise, de la perte du lien avec ses collaborateurs, de la perte du sentiment d'appartenance, du lien d'équipe. Et, euh, et ça se traduit par une, un chiffre qui, je trouve, est absolument terrifiant. C'est aujourd'hui, 40% des salariés veulent quitter leur entreprise. Donc 40%, on n'est pas loin d'une personne sur deux. Alors, est-ce que c'était pas déjà le cas avant la crise? Non, alors, non, Parce c'est que plus du le, double. En fait, c'est plus du double que ce que c'était avant la crise. Et donc, alors bien sûr, il y a beaucoup de raisons, il y a des raisons de fond, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que de plus en plus de personnes passent à l'acte. Donc il y a non seulement 2 fois plus de personnes, mais en plus, de plus en plus qui passent à l'acte. Vous avez certainement entendu parler de Great Resignation aux États-Unis, c'est-à-dire la grande démission. Euh, où des millions d'Américains quittent leur job, des fois de manière spectaculaire, en se filmant et en envoyant tout péter. Et voilà. Et donc là, c'est ce qui guette notre monde du travail actuellement, avec cette tension permanente, ces outils de visioconférence qui sont extrêmement fatigants. On a de plus en plus d'études qui montrent que, on parle de Zoom fatigue, qui montrent à quel point la communication est peu naturelle et épuisante. Et très concrètement, quand on fait une réunion, par exemple, dans le monde réel, on est 6 autour de la table, à la fin de la réunion, on continuera toujours et on parlera toujours avec une ou deux personnes en mode plus informel, soit sur le thème de la réunion, soit en parlant de totalement autre chose. Et ne serait-ce que parce que les personnes sont là. On peut pas tout d'un coup se téléporter dans une autre salle. Alors que dans notre monde actuel, quand une réunion se termine, on se dit au revoir. C'est hyper mal poli de dire je voudrais te parler à toi, est-ce que vous pouvez tous vous en aller sauf toi? Donc concrètement, on ne le fait pas. Le plus souvent, en plus, comme on prend des réunions de demi-heure en demi-heure ou d'heure en heure, eh bien, au moment où on se quitte, et quand je dis on se quitte, c'est qu'on appuie sur le bouton quitter, eh bien, on n'a plus qu'une minute, ou bien on est déjà en retard pour la réunion d'après. Et donc tout ça, c'est un fonctionnement
totalement peu humain et épuisant sur le long terme, avec tous les risques psychosociaux et de burn-out que ça entraîne. Et donc, avec le métaverse d'entreprise, donc, on peut transformer une réunion en visio avec un seul bouton en réunion en 3D avec son avatar photoréaliste. Et quand la réunion se termine, du coup, se lever naturellement, aller voir les personnes avec qui on aimerait prolonger l'échange. Et quand on a fait ça, on peut cliquer sur la porte de sortie et du coup se retrouver dans le hall de son entreprise, une sorte d'agora avec des espaces terrasses, des espaces cafétéria virtuels. Et là, faire ce qui nous arrive tout le temps, c'est-à-dire croiser des personnes euh, imprévues, la sérendipité, c'est-à-dire rencontrer des personnes qu'on ne s'attendait pas à rencontrer et engager des conversations naturelles. Quand je dis naturelles, c'est-à-dire imprévues et spontanées, à l'opposé de aujourd'hui, si on veut parler à quelqu'un avec qui on ne travaille pas directement dans son entreprise, il faut trouver un prétexte et essayer de prendre un rendez-vous. C'est compliqué, ça ne fonctionne pas. Et donc après cette balade pour retrouver son bureau virtuel, où là on se retrouve avec son équipe totalement réelle, ce qu'on a perdu. Donc là, son équipe totalement réelle qui se retrouve dans un même espace, que des personnes soient au bureau ou que des personnes soient de chez elles, eh bien, avec un canal audio ouvert qui permet de retrouver la spontanéité des échanges dans une équipe. Oh là là, regardez ce que j'ai reçu. Tiens, qu'est-ce que je fais de ce mail? Est-ce que quelqu'un peut m'aider pour ça? Voilà. Tout ça, c'est la base de l'interaction dans le corporate metaverse, sans parler de tous les événements de la vie d'une entreprise, que ce soit au niveau individuel, les formations, ou bien que ce soit les town hall ou all hands, où on se retrouve tous ensemble quand un manager ou le président a quelque chose à dire, ou tout autre type d'événement de l'entreprise. Très concrètement aussi, nous faisons le métavers de Soprasteria, pour qui tous leurs nouveaux venus, nouveaux embauchés font leur onboarding dans notre solution TeamU. Et donc, ils se retrouvent là à apprendre la base de l'entreprise, et puis très vite, ils se mettent par équipe et ils ont une sorte d'escape game, de jeu de piste où ils doivent aller de zone en zone dans l'entreprise pour découvrir les différents métiers et revenir avec de l'information. Voilà, il y a même des comédiens du métaverse qui viennent animer leur session. Merci beaucoup. Je pense qu'on a eu un meilleur aperçu des corporate metaverse. Le temps passe, donc je saute la question de Sébastien sur la SNCF, au cas où vous pourrez en parler tous les deux par ailleurs. Il y a beaucoup de questions autour des risques des métaverses. Lucas qui nous pose la question des répercussions sociologiques et sociodémographiques liées au développement et à la démocratisation des métaverses. Mathieu qui se pose la question d'à quel âge on aura accès au métaverse et est-ce qu'il faudra le normer. Benjamin qui se pose la question des lois de cyberharcèlement valables ou non dans les métavers. Et pas directement lié à ça, Sylvain qui nous demande si tu as un livre à nous conseiller sur les aspects neurosciences, sciences cognitives des métaverses. Et j'ai encore une question là sur la question du doute. Est-ce que les métaverses aujourd'hui ont au même niveau de doute qu'a pu rencontrer Internet à son apparition au début des années 90? Voilà, beaucoup de questions. Oui, une fois de plus, c'est super frustrant parce que c'est que des bonnes questions et impossible de répondre à tout. Donc, tu devrais organiser un webinaire hebdomadaire sur les métaverses. Ouais, t'as raison. Bah, peut-être on pourrait faire ensemble ça.
Puis on pourrait le faire dans le métavers d'ailleurs. C'est ça, on pourrait le faire dans Timiu. Alors, bon, la question pour la SNCF, Sébastien, je vous propose de me l'adresser en direct après, et je vous raconterai, expliquerai. C'est très intéressant. Euh, euh, alors, le bouquin, non, il n'y a pas de bouquin. Il y a des bouquins sur sur les univers virtuels. Euh, cette chercheuse qui m'a d'ailleurs. Moi, on m'en a proposé un à éditer pas plus tard qu'hier. Donc, je te dirai ce que ça vaut au cas où. Voilà. Ah oui, c'est Indira Touvenin. Indira Touvenin, son livre. Voilà, c'est une très bonne chercheuse qui travaille sur le sujet depuis un moment. Euh, euh, alors, une les question risques, les clé. dimensions socio-démographiques, Ah, âge, c'est ça. etc. C'est ça. Une question clé, c'est sociodémographique. Il y a eu la question des enfants. Alors, nous, je vous ai dit, hein, beaucoup de projets de recherche, pas loin d'une vingtaine, et parfois des doctorants qui sont venus faire leur thèse CIFRE chez nous, dont un qui a travaillé sur la fatigue visuelle liée aux apprentissages en réalité virtuelle. Donc là, avec les casques, ce que pousse beaucoup Facebook. Et donc là, pour faire très simple, euh, ça fait quand même, ça fatigue quand même pas mal le cerveau, puisque c'est quand même une illusion d'optique. Et donc, vaut mieux pas avoir d'utilisation régulière pour les enfants. Voilà, une fois de temps en temps, il n'y a aucun problème. Et même pour les adultes, ça fatigue pas mal. Et donc, par exemple, pendant au moins 5 minutes et peut-être plutôt un quart d'heure, si on a fait une longue session, il vaut mieux pas prendre des escaliers ou conduire une voiture. Donc voilà, ça c'est le côté santé des casques de réalité virtuelle. Avec les écrans plats, eh bien, on a la fatigue visuelle, mais habituelle, liée un peu à la réverbération. Mais il n'y a pas il a pas ce genre de risque. On ne fait pas travailler le cerveau de la même façon avec des lentilles, etc. Euh, la question très importante qui, pour moi, rejoint les risques et pourquoi j'étais un petit peu défiant par rapport à la vision de Facebook, c'est effectivement la question euh, politique, démocratique. Euh, Aujourd'hui, euh, alors si Facebook gagne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il aura réussi à imposer un standard d'avatar, donc en réalité un standard d'identité numérique, et que l'identité numérique, qui sera son compte Facebook, s'il gagne, son compte Meta donc, sera compatible avec tous les autres métaverses. Et, euh, euh, et donc, c'est quasiment le pouvoir d'un État, en fait, hein, contrôler les identités de millions, de centaines de millions, voire de milliards de personnes. Euh, alors, ça, c'est le point de départ. Avec en plus toutes les datas associées au comportement dans le métavers, on voit déjà la puissance des algorithmes qui ont permis quand même via l'outil Facebook, qui ont permis aux Russes de faire élire un président fou américain. Si on nous avait dit ça il y a 20 ans, même il y a 10 ans, je pense qu'on aurait cru que c'était de la science-fiction totale, alors que c'est arrivé. Donc, avec toute la connaissance intime de chaque intention dans le monde virtuel que pourrait avoir Meta, eh bien, on a un pouvoir encore plus fort sur les consciences et par là même sur les consciences politiques. Donc je pense à un sujet important de mettre des garde-fous et d'essayer de créer la norme de l'identité numérique au niveau des États. Euh, Ça, c'est vraiment la partie risque. La partie opportunité, comme je vous l'ai dit, je pense que les partis politiques auraient beaucoup à gagner à avoir une présence
un QG de campagne dans le métavers qui leur permettrait d'accueillir, de répondre aux questions, de répondre par thématique, de tenir des événements virtuels, de tenir des événements hybrides aussi, c'est-à-dire de démultiplier la puissance des meetings politiques comme on a pu le faire pour des conférences du G7 avec des flux vidéo temps réel du meeting politique dans le métavers. Et je pense fondamentalement que ça peut nous permettre une plus grande participation citoyenne, des outils finalement de plus grande démocratie, de démocratie directe. Mathieu nous pose la question qui est intéressante par rapport à ça. Est-ce qu'on sera toujours dépendant d'un tiers comme Facebook ou enfin Meta pour aller dans un métavers ou on pourra chacun créer son propre métavers comme on crée son site internet? Bien, chacun peut créer son métavers. Alors, je vous ai rappelé la définition, là, métavers, un univers virtuel persistant, donc permanent, donc qui devient une destination où plusieurs personnes peuvent s'y rendre. Mais qu'est-ce qui fait réellement métavers? C'est quand il y a suffisamment de monde pour être sûr que quand on y va, on retrouve d'autres personnes. Donc, on peut créer son métavers tout seul, mais c'est clairement un abus de langage si on n'arrive pas à faire venir beaucoup de monde dedans. Je reviens à l'opportunité même démocratique. Vous savez, les caucus américains, on en entend souvent parler au moment des élections présidentielles parce que au niveau local, dans chaque petite ville, ils font des caucus et c'est un peu mystérieux toujours, c'est une sorte de votation à la Suisse. Et en réalité, c'est un terme qui vient de manière assez étonnante des Indiens d'Amérique. C'était leur façon de se décider dans la tribu. On n'a plus qu'une minute avant de conclure. Hein, Ouh là là. Bien, donc juste physiquement, ils se regroupent autour d'idées. Et donc, chacun parle des idées et physiquement, ils se regroupent. Et donc, ils font ça dans les gymnases actuellement. Et petit à petit, on voit l'idée qui gagne le plus de monde. Et voilà. Et ça, c'est le genre de système de participation citoyenne qu'on peut très bien organiser dans le métavers. Merci beaucoup Clément. Je vais faire la transition. Je pense qu'il faut absolument créer des webinaires réguliers dans TeamU pour continuer à parler de métaverse parce qu'on voit que c'est un sujet qui pose énormément de questions et je pense qu'il y a une place à prendre. Tu as un vrai savoir-faire et vous avez un vrai savoir-faire, donc je t'invite à le faire et je le ferai avec toi avec grand plaisir. Nous, à notre façon, la semaine prochaine, on va aussi migrer vers un métavers. Alors, pas un vrai métavers virtuel en 3D, etc., mais on va migrer notre webinaire hebdomadaire dans Zoom, alors rien d'extraordinaire là-dessus, mais en utilisant un outil d'intelligence collective simple, Jamboard, pour pouvoir vous faire partager des vrais ateliers d'intelligence collective. On va vous réunir en petits groupes, vous faire travailler en groupe, vous faire diverger, vous faire converger, pour travailler ensemble sur un sujet qui nous tient à cœur, celui qui fait notre raison d'être et la raison d'être d'une minute 30, le réenchantement du marketing. Donc voir avec vous quels sont les enjeux du marketing, voir avec vous comment faire évoluer le marketing de façon positive. On va pas le faire en une seule fois, on va se réunir comme ça semaine après semaine, créer les sujets ensemble, poser les problématiques ensemble et essayer de faire quelque chose qui n'a jamais été fait, je crois, à savoir une vraie démarche d'intelligence collective ouverte, massive. Moi, j'aimerais que en faisant ce travail-là, on soit la semaine prochaine, comme cette semaine, une cinquantaine de personnes, mais la semaine d'après, une centaine, et la semaine d'après, encore plus, parce que vous aurez pris goût à ces moments d'intelligence collective, vous aurez pris plaisir aussi à vous rencontrer les uns les autres. Là, il n'y a que nous qui parlons, les barbus, comme je le vois dans le chat. On pourra avoir d'autres personnes, des hommes, des femmes, barbus, pas barbus, yel, pas yel, et ce sera l'occasion de vous rencontrer. Donc, je vous invite à suivre la semaine prochaine toutes les infos qu'on va vous donner parce qu'on va changer de lien.
Et il y aura un autre lien pour se rendre dans la réunion Zoom. Il y aura aussi en plus un lien vers vers Jamboard pour pouvoir travailler ensemble. Voilà, c'est un pari qu'on fait de voir si on arrive à faire vivre à vous tous qui nous suivez ce qu'on fait vivre à nos clients quand on travaille sur des ateliers d'intelligence collective. Merci encore Clément, un petit mot pour conclure et puis on manquera pas d'informer tout le monde si jamais tu fais des webinaires à ton tour pour qu'ils puissent venir te rejoindre et nous rejoindre. Ben, le mot de la fin, vraiment, je suis désolé de ne pas avoir pu, pas avoir eu le temps matériel de répondre à toutes les questions. Il y avait vraiment beaucoup de questions intéressantes. Merci, c'était un très bon public, puisque les questions étaient vraiment intéressantes. À bientôt. Merci à toi Clément, à très vite. Bonne reprise d'année, salut à tous.